Ben, écoute, je pense que les principaux problèmes auxquels sont confrontées les villes africaines au sud du Sahara, je dirais, c'est d'abord le problème de l'informalité, de leur économie, hein, d'une part, puisque l'économie informelle occupe désormais parfois 70% des emplois et contribue dans des proportions qui sont méconnues, ne serait-ce que pour la raison simple, c'est-à-dire que les statisticiens, les économistes ont été très peu formés à cerner les réalités de l'économie informelle et donc moyennant quoi la richesse des villes, le produit intérieur local brut des villes ne reflète pas à mon sens, au sens de la plupart des observateurs la réalité de la ville africaine. Et ensuite, je crois qu'il y a également le caractère irrégulier, spontané et précaire de la majorité des villes africaines qui résulte à la fois de la non prise en compte dans des proportions réelles des phénomènes de croissance urbaine. Liés à ça, les standards d'aménagement qui s'inscrivent manifestement au-delà des capacités des ménages pour la majorité pauvre des villes à accéder aux parcelles de terrain qui leur sont offertes, quand elles le sont, puisque dans la plupart des cas, les sociétés publiques qui étaient chargées de structurer les espaces, de produire logements, de produire les parcelles, ont failli à leur mission, n'étant pas en mesure d'offrir des parcelles, non seulement en nombre, mais en fonction des capacités contributives des ménages. Et dans certaines villes également, on constate que l'administration a eu peu d'emprise sur les lotissements coutumiers. Je crois que c'est un peu le cas dans des villes comme Douala au Cameroun, un peu Libreville également, voire Ouaga dans une certaine mesure où là, après un processus de maîtrise foncière par l'État et le transfert de cette compétence aux municipalités a provoqué un relâchement qui s'est traduit par un doublement de la superficie de la ville en un court laps de temps. Formaliser l'informel, bon, ça c'est une façon de dire, mais ce que je dirais, c'est déjà intégrer la réalité de la ville africaine qui est également constituée par un caractère informel durable. Et donc, l'intégrer dans le discours, l'intégrer dans les pratiques, l'intégrer dans la conception des outils qui sont mis à la disposition des élus locaux, ne pas le considérer comme un contexte, un élément provisoire, comme une parenthèse dans l'évolution des villes africaines, mais comme une dynamique qui s'inscrit durablement et qui fait partie de la ville africaine et qui ne peut pas nier. Donc, naturellement, la nécessité également de promouvoir l'activité économique moderne. Comme je dis souvent, il faut quand même être en mesure de marcher sur ses deux pieds. L'économie informelle n'est certainement pas la voie de sortie de crise. Ça permet de retarder, d'intégrer les populations, notamment migrantes, dans la ville, mais je crois qu'elle offre peu de marge de manœuvre aux magistrats municipaux pour sortir du sous-développement. C'est la raison pour laquelle il faut également concevoir des politiques qui favorisent l'attractivité des villes et promeuvent le développement d'économies modernes. Je crois que les bailleurs de fonds commencent également à intégrer le paradigme de l'économie informelle, de la ville informelle. D'ailleurs, même, je pense que certains États, certains magistrats municipaux ont d'ailleurs la peine désormais à formaliser l'informel, parce que les conditions que les bailleurs de fonds, certains bailleurs de fonds, voire la totalité, mettent désormais à régulariser les terrains, les zones d'habitat précaire plutôt qu'à les raser comme c'était le cas les années antérieures en y installant désormais des lotissements modernes mais non accessibles, fait que je crois que la majorité des bailleurs de fonds ont désormais intégré cette nouvelle dynamique. Alors, ce qui est certain, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, il me semble que les villes africaines devraient être
par voie de conséquent, les habitants des villes africaines devraient, à mon sens, être en première ligne par rapport aux préoccupations environnementales. Et là, je crois que, en réalité, les habitants en sont parfaitement conscients, dans la mesure où, quand on va dans les villages, on se rend quand même compte que les habitants prennent des initiatives, sont précautionneux vis-à-vis de la préservation de leur environnement. Et je crois que cela peut s'expliquer par le fait que dans leur environnement rural, ils sont plus responsables de leur environnement, alors qu'arrivés en ville, il y a pratiquement plus de... Ils ne se reconnaissent pas dans la ville. Parfois, il y a des politiques d'exclusion ou de marginalisation de ces populations migrantes, voire des populations pauvres. Et la réaction de ces habitants, qui sont désormais les plus nombreux dans les villes, c'est de ne pas préserver leur environnement immédiat, puisqu'ils sont dans une situation précaire avec une épée de Damoclès, puisqu'à tout moment ils peuvent être déguerpis. Donc quel est l'intérêt qu'ils auraient à préserver leur environnement s'ils sont dépossédés de leur terrain, s'ils ont une épée de Damoclès, s'ils sont dans l'insécurité foncière en particulier. Donc le réflexe, je crois que je le comprends, ce réflexe de dénier la nécessité de préserver l'environnement, bien qu'ils soient conscients des enjeux, ils sont de plus en plus éclairés, les moyens de communication modernes, les échanges font qu'on est aujourd'hui, quel que soit qu'on soit le recoin dans lequel on se trouve dans les villes africaines, on est connecté dans le monde à travers les réseaux de télévision, etc., qui inondent nos villes. Donc, moyennant quoi, ils sont bien au courant des catastrophes qui résulteraient de la dégradation de l'environnement. Mais comme je le disais tantôt, je pense qu'il faudrait qu'on mette des politiques qui intègrent les habitants et en particulier les pauvres qui, je le disais, constituent la majorité des villes pour qu'ils prennent conscience de la nécessité de préserver l'environnement et de mener des actions qui aillent dans le sens de valoriser, de préserver l'environnement et de faire face aux mauvaises catastrophes. Mais alors là, la responsabilité est du côté des populations ou du côté du gouvernement? Je crois que c'est les gouvernements. Lorsque les gouvernements, quand on veut être maire ou quand on est magistrat municipal, quand on est responsable public, n'est-ce pas, il nous revient au premier chef, il revient à ces acteurs au premier chef, les acteurs institutionnels, de mettre en place d'abord des politiques appropriées qui favorisent l'intégration de ces populations, de mettre en place des canaux, des réseaux de sensibilisation, des lieux qui permettent à ces populations de s'exprimer, des lieux de rencontre entre la société civile qui peuvent être des relais efficaces et dans le domaine de la sensibilisation des habitants par rapport aux préoccupations environnementales. Bon, disons que les responsabilités sont partagées, mais il me semble que dans un état de droit, il revient quand même à l'administration de concevoir le cadre réglementaire, le cadre de la concertation, le cadre des investissements qui permettent, n'est-ce pas, à l'ensemble des acteurs, des citoyens, de toutes les couches sociales, d'avoir des comportements qui soient en phase avec les objectifs assignés à l'ensemble de la nation. Je crois qu'il y a les deux. On peut pas. Parce qu'on a besoin des deux. Je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a parfois une volonté politique et que parfois il arrive que dans certains environnements, les zones arides où les populations sont extrêmement pauvres, que là, vraiment, les moyens ne soient plus à la mesure d'abord des situations qu'il faut redresser et des actions qu'il faut mettre en œuvre pour avoir un cadre de vie agréable. Bon, si c'est un titre foncier, ce serait l'idéal, quoi. Mais je crois que dans le contexte actuel, ce serait plutôt un titre de propriété, un titre qui reconnaît la propriété ou l'occupation légale et durable de l'habitant dans l'espace, sur la parcelle en question. Bon, naturellement, le titre foncier est généralement l'instrument que reconnaissent les secteurs, les circuits, les établissements financiers modernes. C'est vrai, mais il me semble que si l'environnement juridique légal permet de reconnaître d'autres titres
d'occupation durable qui pourraient être délivrés et reconnus par l'administration. Je pense que ça résoudrait également pas mal de problèmes. Vous avez des pays, je crois, comme le Rwanda notamment, hein, où des politiques d'attribution des parcelles, où à un moment donné, je pense que c'était le Burkina Faso, au milieu des années 80, où l'accès à la terre avait été quand même facilité au bénéfice du plus grand nombre, sans que ce ne soit nécessairement des titres de propriété, titres fonciers classiques, quoi, que l'on connaît sous la forme classique. Donc, disons que tu as tout à fait raison, mais là aussi, les mentalités évoluent. Je pense qu'il y a pendant longtemps, il y a un discours un peu angélique des pouvoirs publics africains qui ont laissé croire que les habitants, les habitants des villes pouvaient tous avoir accès à la propriété foncière et disposer d'un terrain. Avant de se rendre compte que ce n'était pas aussi évident que ça, puisqu'il y avait un pourcentage de ménages, j'ai failli dire presque incompressible, de 50 à 60%, de 40 à 50%, voire plus, qui étaient des locataires permanents. Et là, ce que je veux dire, par rapport à l'irrégularité de certaines propriétés qui se trouvent dans des marécages, même parfois les conditions de location sont absolument précaires, hein, extrêmement fragiles. Donc si on pouvait déjà même améliorer les tenures foncières dans lesquelles certains habitants des classes moyennes offrent à leurs concitoyens des conditions locatives acceptables, ce serait déjà bien. Donc je disais que face à la réalité, je pense que là aussi le discours est en train de changer, hein, radicalement parfois, puisqu'on promet désormais à travers la densification dans la construction à hauteur des titres fonciers qui ne soient plus des titres fonciers de terrain, de parcelles de terrain, mais dans des logements, d'où des lois sur la copropriété qui émergent dans les différents pays africains. Et bon, bien que là aussi, ce serait un peu comme au début, il y a 50 ans dans les villes occidentales, où la notion de copropriété, les colocataires, etc., c'était pas les syndics de propriété n'ont pas fonctionné de manière parfaite dès le démarrage, mais on constate dans certains pays ou dans les principales villes africaines qu'il y a justement un mouvement, n'est-ce pas, vers l'extinction de la propriété formelle sur le terrain au profit de la copropriété dans les immeubles, etc.